Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau plateau sur table. Aujourd'hui je vais vous parler de Ancient Knowledge. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs conseillé à partir de 12 ans et plus et pour des parties de 30 minutes par joueur et joueuse. Ancient Knowledge est un jeu d'engine building, en soi une construction de moteur, sur un système de tapis roulant qui est compétitif. Dans ce jeu, nous allons incarner des bâtisseurs dans lesquels ils vont construire des monuments ainsi que créer des artefacts et acquérir des connaissances. Le but du jeu sera d'amasser le plus de points de victoire possible, celui ou celle qui en a le plus à la fin de la partie gagne la partie. C'est un jeu édité par Yellow dans leur gamme Expert. C'est un jeu de Rémi Mathieu, illustré par Emilien Rotival, Adrien Rives et Pless. Et donc Ancient Knowledge, comment ça marche? Vous allez avoir votre plateau personnel dans lequel vous avez des emplacements ici d'artefacts sur le haut de votre plateau et représenter votre frise chronologique dans lequel vous allez pouvoir construire vos monuments et qui vont se déplacer ici pour représenter le temps qui passe. Vous allez avoir au milieu de la table des cartes connaissances ici qui sont dotées de 2 niveaux, le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 1 va être plus intéressant pour le début de partie qui vous permettra de piocher des cartes et d'avoir un début de partie un peu plus fluide. Les cartes de niveau 2 vont plus servir en fin de partie afin de gagner des points de victoire parce que sur la plupart des cartes de niveau 2, vous allez avoir un prérequis. Vous allez avoir aussi un gros deck de cartes ici où on aura les monuments ainsi que nos artefacts qu'on va pouvoir jouer. Et ici, différents jetons qui vont représenter le savoir qui vont être créés grâce à nos monuments. Concentrons-nous tout d'abord sur les différents types de cartes qui existent en jeu. Vous allez avoir ici les monuments qui sont dotés de différentes couleurs, donc on a vert, bleu et rouge. Et sur ces différentes cartes, on va avoir différentes informations. La première chose est le chiffre qui est indiqué en haut à gauche, qui représente dans quelle frise elle va appartenir. Exemple pour ces cartes bleues, elle est sur la section de ma frise numéro 2, donc je vais la placer juste ici. Votre frise est constituée de 2 lignes, donc ça veut dire que vous allez pouvoir mettre une carte juste en dessus, une carte qui est déjà posée sur une frise voulue. Plus bas est indiqué le nombre de savoirs qu'il va falloir mettre sur cette carte-là. Par exemple ici, je vais en mettre 2, et vous allez devoir acquérir ce savoir avant que le bâtiment n'appartienne plus qu'au passé. Juste ici est indiqué le nombre de points de victoire qu'elle va vous rapporter en fin de partie, une fois dans votre passé. Et sinon ici, ce sera l'effet de la carte à un moment donné si vous pouvez l'activer. Au niveau des effets de carte, nous allons avoir des effets qui vont s'activer dès lors qu'un monument passe dans le passé, ou un monument s'active dès lors qu'on fait une action spécifique, ou s'active directement, ou nous rapporte des points de victoire à la fin de la partie. Les cartes artefacts, telles que celles-ci, vont pouvoir être placées sur un des emplacements libres. Vous êtes limité à 5, vous ne pouvez pas en avoir en plus. Et s'il n'y a pas une possibilité de défausser des cartes artefacts, elles vont rester jusqu'à la fin de la partie. Donc, un tour de jeu, comment ça fonctionne? Un tour de jeu est représenté en 3 phases. On a la phase d'action, la phase chronique et la phase de déclin. À votre tour, vous allez pouvoir faire 2 actions sur les 5 disponibles et vous pouvez faire 2 fois la même action. La première action est le fait de créer. Là, j'ai fait par exemple une première action, le fait de créer ce monument-là. J'ai mis le savoir qu'il faut. Je peux faire ma deuxième action. Je vais par exemple jouer un artefact ici que je vais mettre sur mon plateau. À présent, mes actions terminées, on va passer en phase chronique. Et si une de mes cartes possède ce symbole-là, je vais pouvoir l'activer. Actuellement, ce n'est pas le cas. Je passe directement à la 3e et dernière phase, qui est la phase de déclin, où je vais faire bouger toutes mes cartes dans ma frise d'une section inférieure. Si tout d'un coup, une de mes cartes, ici qui est en section 1, descend d'une section, elle va aller dans mon passé. Tout le savoir ici que je n'ai pas acquis, je vais devoir mettre en savoir perdu. Pour chaque savoir perdu en fin de partie, ce sera -1 point de victoire en fin de partie. Et vous mettez votre carte tout simplement ici dans votre passé. En plus de cela, j'ai un effet ici qui correspond à la phase de déclin. Or, ici, je vais l'actionner. Par exemple, ici, chacun de vos adversaires se défausse d'une carte de sa main. Et donc, voici une possibilité des effets de cartes. Quelles sont les autres actions qui sont possibles à mon tour? On a le fait d'apprendre, et là on va se concentrer sur les cartes connaissances qui sont juste ici. Si elles ont un encadré gris comme celle-ci, elles ont un prérequis. Par exemple, ici la fleur de vie, je dois avoir 2 monuments rouges dans mon passé
Or, actuellement, ce n'est pas le cas, je ne peux pas l'acquérir. Mais par exemple, ici, Mercure n'a pas de prérequis. Je peux totalement prendre connaissance de cette carte, la mettre sur la section correspondante. Et là, par exemple, je peux défausser 2 savoirs de mon plateau principal. On va refill que si, par exemple, cet obélisque-là ne possède plus qu'une seule carte et on va pouvoir refill. Je vais aussi pouvoir archiver. Je vais vous faire un exemple avec cette carte-là qui possède 3 de savoir. Je peux défausser un nombre de cartes que je souhaite de ma main et pour chaque carte que j'ai défaussée, je vais pouvoir enlever le même nombre de savoir sur le bâtiment voulu, qui nous permet comme ça d'avoir plus de contrôle sur les monuments qui possèdent du savoir. On a une autre action qui permet d'excaver. Là, on va se concentrer sur les monuments qui sont dans votre passé. Vous allez pouvoir excaver un nombre de cartes que vous le souhaitez et par carte excavée, donc on va les mettre comme ça à 90 degrés, vous piochez 2 cartes par carte excavée qui permettent de refaire votre main et de continuer votre moteur. La dernière action possible est le fait de fouiller, c'est tout simplement de piocher une carte que vous mettez dans votre main. Vous êtes limité à 10 cartes en main maximum. Il y a certaines cartes qui ont des petites subtilités, comme celle-ci par exemple. On a ce signe-là, ce qui veut dire si je veux jouer cette carte, je vais devoir défausser une carte de ma main pour pouvoir la jouer dans ma frise. Il y a une petite subtilité en plus. Normalement, quand vous jouez une carte monument, vous devez la mettre sur le secteur du chiffre voulu, mais on a ce signe-là qui indique que vous allez pouvoir défausser des cartes de votre main pour changer de section. Je vais faire un exemple pour celle-ci. J'aimerais la mettre sur la section carte. Pour cela, je défausse une carte de base pour pouvoir la jouer. Je défausse une deuxième pour la modifier et en la mettant sur un secteur juste à côté. Je peux totalement défausser une carte supplémentaire pour la faire déplacer d'une section supplémentaire. Cette action, vous allez pouvoir la faire que quand vous posez le monument. Dès lors qu'il est posé, vous ne pouvez plus faire cette action, le fait de changer de section dans votre frise. Attention, le fait de modifier la section de la carte dans votre frise ne peuvent pas forcément être faites sur toutes les cartes. On a ici le cadenas qui indique qu'il faut absolument la mettre sur cette section-là. Donc on ne peut pas défausser des cartes pour modifier la section voulue. Et donc votre plateau va évoluer au fur et à mesure de votre jeu en mettant du savoir, va être déplacé comme ceci. Au fur et à mesure des tours, vous allez enlever du savoir afin d'éviter des malus en fin de partie. Et votre stratégie sera dirigée au niveau des effets de cartes afin de gagner le plus de points possible et tout en alimentant votre moteur comme ceci. La partie se termine dès lors que quelqu'un a atteint 14 cartes dans le passé, on finit le tour en cours et le jeu se termine. On compte les points des bâtiments, on compte les points des effets des bâtiments, on va aussi compter les cartes connaissances qui nous rapportent des points de victoire. Pour chaque carte qui est encore dans votre frise et non pas dans votre passé rapporte un point de victoire chacune. Et celui ou celle qui a plus de points gagne la partie. Je trouve que thématiquement, le jeu est assez en raccord avec sa mécanique. On voit que le temps est contre nous. Il va falloir acquérir son savoir avant qu'il ne soit complètement perdu. Et en plus de cela, ça aide aussi à l'explication au niveau de la thématique parce que le fait d'acquérir du savoir et en défaussant ce savoir pour pas que ce soit du savoir oublié, eh ben je trouve que thématiquement c'est très clair dans notre explication. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on peut construire des monuments qui sont en Chine et directement après un monument qui est situé en France. Donc voilà, on va vraiment faire le tour du globe, mais c'est vraiment un détail. En termes de matériel, il y a une chose que je trouve hyper dommage, et surtout au niveau du plateau personnel. On a cette section-là, qui représente normalement le savoir perdu. Eh ben, on n'a pas de signe du savoir perdu. À chaque fois, on me demande dans mes parties l'icône qui représente le savoir perdu parce qu'en fait, on le voit quasi jamais, à part s'il y a un prérequis à quelque part. Et donc d'avoir juste là un petit logo du savoir perdu n'aurait pas fait de mal. Sinon le reste, en termes d'iconographie, le jeu reste hyper clair et hyper logique.
La boîte, elle est toute petite, elle est hyper compacte, le rangement est au top et vraiment la mise en place est faite en 2-2. Il y a un gros deck de cartes, des petites cartes avec les petits obélisques où on met les cartes dessus, vraiment c'est un plaisir. Moi ce que j'ai eu dans ma boîte au niveau du pion premier joueur, il y a une petite section dans le carton qui s'est un peu déchiré, mais peut-être c'est juste que moi que j'ai pas eu de chance au niveau de ma boîte. Et sinon pour finir en soi, c'est la direction artistique du jeu que je trouve hyper belle, c'est agréable à regarder et ça nous permet aussi de refaire un peu notre culture générale parce qu'on a les informations des monuments ainsi que leurs lieux et ça c'est plutôt sympa. Là on arrive dans le gros du jeu au niveau de sa mécanique. Dans ce jeu il faut tout le temps savoir s'adapter. C'est pas un engine building, donc une construction de moteur qu'on a l'habitude d'avoir. Ce moteur il va toujours falloir l'alimenter. Ça ne veut pas dire qu'on construit son moteur, maintenant c'est bon, on est tranquille et je peux voir pour plus tard. Non, il faut constamment pouvoir rebondir, réfléchir et on a des micro-dilemmes de partout. Le système éphémère que je trouve hyper original au niveau des différentes sections dans notre frise qui représente le temps. Et donc on peut avoir des cartes hyper puissantes qui sont là pendant peut-être 4 tours, mais on sait très bien qu'une fois ce bâtiment dans le passé, eh ben, on va plus pouvoir profiter de cet effet et il va falloir réfléchir à comment adapter notre moteur. J'ai trouvé cette subtilité assez cool qu'on puisse changer de section quand on pose un monument. Ça permet en fait, par exemple, en fin de partie, on vient de piocher une carte qui nous rapporterait vraiment beaucoup de points et de défausser les cartes pour la ramener le plus vite possible avant que la partie se termine. Je trouve cette subtilité très cool. Les cartes artefacts, je les ai trouvées vraiment hyper intéressantes parce qu'elles vont aussi diriger votre stratégie au niveau de votre frise. Bon, par contre, si vous aimez l'interaction, là ça devient complexe. Il y a quasi aucune interaction. Les seules interactions qu'on peut avoir dans ce jeu, c'est les cartes connaissances, c'est le premier arrivé, premier servi, en gros. Et sinon, on peut avoir des cartes à effet qui peuvent rajouter du savoir sur les autres bâtiments, ou le fait de enlever du savoir perdu et le mettre sur les plateaux de nos adversaires, mais vraiment, ça s'arrête là. Vraiment, dans ce jeu, j'en avais strictement rien à foutre ce que les autres faisaient. D'habitude, moi j'aime bien savoir les stratégies des autres parce que j'aime bien voir les possibilités du jeu. Or, dans celui-là, vraiment, je m'en tapais littéralement ce que les autres faisaient. En fait, je vais faire une petite comparaison, mais prenez pas cette comparaison pour acquise. Par exemple, dans Earth, l'interaction est assez minime et dans Earth, ça m'a pas plus dérangé que ça. Alors que dans Ancient Knowledge, je sais pas, j'ai un petit piment qui me manque. Un petit peu de sel et un peu plus d'interaction, j'aurais pas dit non. En soi, l'interaction, ça reste assez subjectif. On peut avoir vraiment un jeu qui est très bon qualitativement, qui marche mécaniquement, ce qui est le cas, je trouve, pour Ancient Knowledge, et qui n'a pas besoin d'interaction forcément, donc ça reste hyper personnel. L'autre chose, c'est que si vous jouez à 4, ça peut potentiellement être une partie assez longue. Donc en soi, il y a deux possibilités pour régler ce problème-là. Soit de jouer avec des gens qui connaissent déjà un peu le jeu, qui ont un peu d'expérience pour que la partie soit fluide. Mais sinon, Yellow a proposé un mode en équipe quand on joue à 4. Et donc ça veut dire que 2 joueurs et joueuses vont jouer en même temps. Et ça permet d'écourter fortement la partie quand on y joue à 4. La durée de vie, je la trouve assez grande dans ce jeu. Déjà, pour la première chose, c'est le paquet de cartes qui est monstrueux au niveau des possibilités, des monuments ainsi que des artefacts. Il s'explique hyper rapidement, en plus l'iconographie et sa thématique aident à l'explication. Donc en soi, il faut compter 10 à 15 minutes d'explication et puis là, on peut se lancer directement. Et je trouve que c'est un jeu que je vais très vite me rappeler. Si par exemple je le joue plus pendant 6 mois, je sais que dans 6 mois, je vais me rappeler très facilement parce qu'il est très simple et en plus ses règles sont hyper claires. Cependant, c'est pas un jeu où j'ai forcément envie d'enchaîner les parties jour après jour. Plus un jeu que je vais peut-être faire 2-3 parties et ensuite je le laisse de côté pour un petit moment et je le sortirai un peu plus tard pour me donner envie d'y retourner dans ce jeu. En plus, des extensions sont prévues. Je sais qu'il y a du solo qui est prévu pour Ancient Knowledge. Et donc ça, c'est toujours des nouvelles qui font plaisir. En conclusion, moi j'aime beaucoup Ancient Knowledge. Je ne regrette pas du tout mon achat.
Déjà, je l'attendais depuis Cannes. Déjà à Cannes, il m'avait fait de l'œil et je suis trop content maintenant qu'il soit sorti que j'ai pu enfin faire quelques parties. C'est pas forcément un gros coup de cœur de l'année, mais il me laisse pas de marbre tout de même. C'est un jeu que je porte à cœur quand même. Et je pense avoir trouvé en soi une belle métaphore à ce jeu. Il faut vous imaginer dans un train à vapeur qu'il faut tout le temps pouvoir l'alimenter en charbon. Si vous l'alimentez continuellement, votre moteur va fonctionner du début jusqu'à la fin. Si vous y mettez trop de puissance, donc trop de charbon, eh ben vous allez perdre potentiellement des actions qui vont être dans le vide. Si vous n'avez pas assez de charbon pour alimenter votre moteur, eh ben là, potentiellement, vous allez dégringoler au niveau de vos points de victoire. Et c'est donc un jeu, je trouve, qui sort un peu du lot, en tout cas en ce qui concerne l'engine building, où il faut tout le temps savoir s'adapter et alimenter son moteur. Sur ce, j'espère que cette critique vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et sinon, on se dit à la prochaine. Partagez, likez, commentez. Bye bye!